Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cet amphithéâtre de Kedge Business School. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première table ronde de l'année 2016 des femmes de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec nos intervenants que je vais vous présenter tout à l'heure et avec vous qui êtes venus nombreux assister à cette conférence préparée par Rachel Nulance et les équipes de Brain Gentil. Nous allons donc réfléchir ensemble à la question suivante: quelle politique pour la parité ? Pour introduire ce temps d'échange, et juste avant de vous présenter ceux qui m'entourent et qui ont hâte et eu l'audace de venir parler, je vais citer juste une phrase. C'était en 1971, une phrase d'Olympe de Gouges qui introduisait ainsi les droits de la femme et de la citoyenne. Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale. Si Olympe de Gouges en a perdu la tête, qu'en est-il réellement de la parité en 2016 ? Vernis social ou réelle avancée? Un peu des deux, peut-être. On va en parler avec nos invités, que voici. Et pour commencer, bonjour Marion Paoletti. Vous êtes maîtresse de conférence. On a eu le débat juste avant, maître-maîtresse, un acte féministe, en sciences politiques à l'université de Bordeaux, chargée de la mission égalité femmes pour cette même université. Vous êtes également membre du centre Émile Durkheim, laboratoire de recherche qui porte le nom de l'un des pères des sciences sociales, lieu de conférences de recherche surtout, spécialisé dans la science politique et la sociologie comparative, qui accueille des enseignants, chercheurs et doctorants de Sciences Po Bordeaux, du CNRS et de l'Université de Bordeaux. Vos recherches actuelles portent sur le genre en politique d'une part, la décentralisation et la démocratie participative d'autre part, et vous êtes surtout en ce moment chargé de mission égalité femmes-hommes pour l'Université de Bordeaux. Vous allez nous en parler tout à l'heure. À mes côtés également, Delphine Tarot, maître ou maîtresse et maîtresse de conférences en droit privé à l'Université de Limoges, membre de l'Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques. Vous vous intéressez entre autres aux mutations du droit français sous l'influence des droits fondamentaux, mais également à la protection des droits sociaux. Vos recherches portent sur les droits de l'homme avec un grand H, le droit social, le droit international privé, les discriminations et l'égalité. Et enfin, il joue à domicile, si je puis me permettre, Monsieur Patrick Baudouin. Vous êtes un ancien étudiant formé à l'ULB en Belgique. Vous serez notre monsieur international et numérique. Vous êtes chargé de cours à HEC Montréal. Vous donnez également des cours à Kedge sur la consommation à l'heure du numérique, et à Bordeaux et à Shanghai. Présent donc sur 3 continents, vous allez témoigner de ces expériences dans ces différents pays. Vous êtes également directeur innovation numérique et développement durable de Kedge Business School. Est-ce que j'ai tout dit vous concernant ? Très bien. Sachez que vous pouvez suivre la conférence sur les réseaux numériques, Génération 2.0 oblige, à l'adresse Facebook Femmes de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur Twitter #FDESR ou sur Periscope FemmeESR. Alors n'hésitez pas en direct à commenter, relayer ou poser vos questions. Et maintenant que les présentations sont faites, on va commencer ce débat avec le premier point, le ou la politique et la parité. Et la première question que je vais poser, c'est à vous, Marion Paoletti. La parité en 2007, est-ce juste un effet d'annonce ? Alors non, on ne peut pas dire que ce soit un effet d'annonce, parce qu'il y a une série de lois et de lois contraignantes. Donc peut-être que je peux déjà définir ce qu'est la parité, parce que c'est pas un nouveau principe. Le principe, ça reste l'égalité. Mais dans ce qui s'est joué dans les années 90-2000, le terme parité a été assez magique, parce qu'il a vraiment permis une relance du féminisme, du combat pour l'égalité, qui avait eu tendance, après les années 70, à s'affaisser dans les années 80. Donc la parité, concrètement, c'est une réforme de la Constitution, d'abord, et un nouveau principe. Réforme de la Constitution en 1999, et qui consiste, cette réforme, au terme d'une grande controverse dans les années 90, qu'on a un peu oublié, mais sur lequel on pourra peut-être revenir, c'est-à-dire est-ce qu'il faut toucher à l'universalisme républicain. En adoptant donc cet article, la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions politiques. Et on a rajouté en 2008, ainsi qu'aux responsabilités économiques et sociales. Et donc la parité, au moins dans la réforme de 99, c'est l'idée que les femmes, c'est la moitié de l'humanité, et que donc dans les mandats, et les mandats de représentation politique, il faut 50% de chacun des deux sexes.
La parité, c'est donc une réforme contraignante avec un nouveau principe qui est, enfin pas un nouveau principe, mais un nouveau mot d'ordre qui est numérique. Combien d'hommes, combien de femmes? Nouveau principe numérique et loi contraignante, dispositif contraignante pour arriver à cette égalité numérique arithmétique. Mais l'égalité, c'est bien d'autres notions. Et donc, c'est cette réforme de la Constitution en 99 qui, je le redis, a été, on l'a un peu oublié, mais qui était un combat improbable au début des années 90. 90, une poignée de militantes qui font ricaner tout le monde et qui sont même surprises ensuite de raconter que on pensait pas que c'était possible et que si rapidement, c'est-à-dire 10 ans, cette réforme majeure sera adoptée. Ensuite, des réformes sur les modes de scrutin, des lois, etc. en politique, sur les modes de scrutin, peut-être qu'on pourra détailler. 2008, il y avait cette loi sur les conseils d'administration pour féminiser. Et le conseil a dit non, parce que la Constitution, elle ne connaît que des lois qui favorisent l'égalité des femmes et des hommes en politique, et donc nouvelle réforme de la Constitution pour rendre possible d'autres lois, et d'autres lois qui ne sont pas sur l'idée de 50-50, mais qui sont bien sur l'idée de quotas. Et là, on est dans une période qu'on met derrière le terme parité, mais si on veut être puriste, je pense qu'on doit plus dire quota ou politique discriminatoire. Mais là, on va assister dans les années qui viennent, effectivement, par cet outil, ce quota, cette discrimination positive, dans toute une série en fait d'espaces professionnels, la haute fonction publique, les conseils d'administration, les fédérations sportives, enfin je pourrais lister, ma collègue juriste le fera mieux que moi, et donc qu'on comprend aussi sur le terme parité. Et donc parité, pour moi, c'est vraiment un mode d'action arithmétique et contraignant. Dans le 99, c'est 50%, et après, ça a rendu possible ce qui était inadmissible en 99, c'est-à-dire des quotas qui peuvent être de 40%, de 30%, enfin, on pourra revenir sur toutes les déclinaisons qui existent aujourd'hui des quotas, et qu'on va voir mise en œuvre, puisqu'on est à l'aube, la loi Sauvadet sur la haute fonction publique, je crois que c'est 2017. Oui. Voilà, donc c'est prévu en tous les cas. C'est quelque chose qu'on va voir, et qui va changer, des choses, et qui va effectivement féminiser les lieux de pouvoir. La parité, ça concerne vraiment les lieux de pouvoir, donc c'est pas l'égalité, je veux dire, c'est vrai que les femmes qui sont en position dominée socialement, etc., sont assez peu concernées par la parité. C'est une critique qu'on peut faire, qui concerne véritablement plutôt les femmes qui sont en position dominante, et c'est la question des femmes dans les lieux de pouvoir, qui est une question assez nouvelle pour le féminisme, qui a eu des revendications qui ont varié dans l'histoire, mais l'idée du pouvoir, par exemple les féministes des années 70, s'en fichaient assez, elles étaient sur la question principalement du corps. Pardonnez-moi d'avoir été longue. Mais je sais pas, c'est bon. Non, c'est parfait. Okay. Justement, on va vous poser la question, Delphine Tarot. On a entendu parler de quotas, de lois. Aujourd'hui, concrètement, que fait justement le droit pour la parité ? Eh bien, le droit, il met en place donc des systèmes paritaires. Donc, la parité existe en droit, ce qui a été de haute lutte déjà. Parce qu'effectivement, si on reprend l'historique de l'égalité en France, on est parti sur l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'homme avec un petit H, où effectivement on nous disait tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et on a totalement occulté la femme. Donc la femme étant considérée comme un citoyen totalement passif, donc hors champ du droit. Et d'où l'idée que les femmes ne participaient pas à la vie politique, et on est quand même arrivé à un stade où on impose la femme dans la vie politique. Donc on a quand même un renversement du prisme. Ceci étant dit, on a quand même un problème spécifique en France, qui est notre définition du principe d'égalité. On définit, là encore, grâce ou à cause de la Révolution française, l'égalité comme étant celle qui est devant la loi. Donc on est chacun égaux devant la loi. Et donc la loi doit être la même pour tous, d'où l'idée d'universalité tout à l'heure, qui a été soulignée. Et la parité casse cette universalité. Donc c'est un renversement aussi du principe d'égalité qu'il faut faire, qui n'est pas toujours évident. On le fait pour les femmes, on le fait également pour les personnes handicapées, par exemple, lorsqu'on demande une obligation d'emploi pour les entreprises, pour les personnes handicapées. Donc le droit progresse, mais à son rythme, peut-être plus lentement que la société, ou que certains le voudraient en tous les cas. Alors j'aimerais qu'on se concentre un instant sur la parité et le politique. Je vais m'adresser à vous, Patrick Baudouin. Dans le cadre du numérique, par exemple, les femmes politiques
font souvent l'affaire de leurs collègues masculins ou de la plèbe de propos qui sont assez machistes. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de numérique, on est à la fois face à quelque chose qui est difficilement gérable, ou est-ce qu'au contraire, ça permet, en contrant ces phénomènes, de démontrer quelque chose en politique qui existe et qui peut être combattu par les mots, les lois ou des prises de conscience diverses et variées? Je peux difficilement parler de la situation en France parce que ça fait trop peu de temps que je suis de retour en Europe après 20 années au Canada. Ce que je peux simplement dire, c'est que l'univers du numérique, au sens large du terme, la culture du numérique est une culture qui est extrêmement nivelante au sens positif du terme entre hommes et femmes. Il n'y a pas de... on a été dans l'histoire sur des métiers qui ont justifié bon an, mal an d'ailleurs. Ça c'est un métier qui est plus masculin, qui est plus féminin. Le numérique est occupé à totalement niveler ça. Que ce soit au niveau de la créativité, que ce soit au niveau de la responsabilité, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, ça nivelle totalement. En tout cas au Canada, au Québec, pour ce que j'en connais, c'est clairement le cas. Au niveau du développement de l'entreprise aujourd'hui, le numérique, on remarque que les femmes sont, encore une fois je parle de l'Amérique du Nord, sont extrêmement présentes. Pourquoi ? Parce que le numérique, c'est beaucoup plus que de l'informatique, c'est beaucoup plus que de la simple technologie aujourd'hui. C'est une façon de penser, c'est une façon de travailler. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans le numérique par rapport à l'homme et la femme, il y a des études qui ont été faites aux États-Unis là-dessus, on constate qu'en fait, la femme a presque à l'origine compris ce que c'était le numérique versus l'homme. Le numérique, au départ, pour l'homme, c'était un outil pour aller chercher un résultat. La femme a compris très très rapidement, beaucoup plus que l'homme dans les comportements, et là je parle de consommation, mais aussi de fréquentation des outils, a compris qu'il y avait une merveilleuse opportunité de créer des communautés, de travailler sur du collectif. Toutes ces dynamiques-là, qui ne sont pas très masculines dans la culture au départ, mais elles étaient très très développées grâce, entre autres, à la femme. Et on voit aujourd'hui au niveau de l'entrepreneuriat, en tout cas en Amérique du Nord, qu'il y a des startups qui sont fondamentalement fondées par des femmes et avec énormément de succès. On retrouve aussi ce modèle en France. On va revenir sur le politique. Je vais vous poser une question, Marion Paoletti. Je pense à Mam qui avait adopté un costume gris, à Angela Merkel qui est souvent décrite comme une femme qui a pris les attributs de l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui, pour se faire respecter, la parité politique, ça passe par gommer ces signes de féminité? Je pose vraiment la question à la chercheuse. Alors, ça dépend quand même. Alors, évidemment, ça va être très compliqué d'y répondre. Ça dépend, je pense qu'il faut immédiatement contextualiser, dire quand et à quel type d'élection. Pour donner un exemple, donc cette réforme de la Constitution en 99, 2000, la première loi sur les modes de scrutin qui dit, dans les communes de plus de 3005, ça a changé depuis, il faut que tous les 6 noms, il y ait la moitié d'hommes, la moitié de femmes. Les femmes se présentent en 2001. À des élections municipales, donc particulièrement ajustées aux qualités historiquement construites comme féminines, de dévouement, de concrétude, etc. C'est pour d'autres raisons, le mot d'ordre général politique à ce moment-là, c'est toute la rhétorique de la proximité, il faut être proche, proximité, etc. Et là, on a l'impression qu'effectivement, être femme en politique, c'est une ressource nouvelle, inédite, qui va permettre d'être élue. Donc on en fait 3 tonnes sur les femmes et la politique autrement. Donc les femmes le font, les têtes de liste, tout le monde, part là-dedans. C'est un marronnier des journalistes. Et immédiatement après l'élection, ça redevient un handicap, c'est-à-dire qu'elles sont, dans la loi qui n'était pas contraignante à ce moment-là sur les exécutifs, elles sont complètement rétrogradées. C'est-à-dire qu'ils ont fait des listes, à ce moment-là, les têtes de liste ont fait des listes Shabada, 1-2, 1-2, puis au moment de la composition des exécutifs, paf, on retrouvait que 30% de femmes, donc elles ont été rétrogradées. Donc là, la féminité devenait un handicap très... classiquement, puisque la politique, ça se fait, avoir des postes comme ça, adjoints, etc., de contrôler un territoire, des gens, appareils, etc. Tout ce que les femmes n'avaient pas, notamment sur les listes, parce qu'elles étaient plutôt, les têtes de liste avaient voulu associer aussi, par exemple, le fait d'être non seulement femmes, mais nouvelles, mais plus jeunes. Donc elles n'avaient pas les capitaux politiques qui permettaient d'exercer le pouvoir. Et de manière générale, elles sont, les femmes en politique, plus soumises à cette idée de la rotation, qu'il faut qu'elles soient toujours nouvelles, toujours profanes, etc., et pas seulement femmes. L'idée que c'est une ressource en politique, par exemple, c'était assez vrai au moment dans les arguments pour la parité. Pourquoi est-ce que cette
réforme a été rendue possible, incroyable quand même, moi je la trouve absolument étonnante et on est vraiment dans ce développement aujourd'hui, parce qu'il y avait cette crise de la démocratie représentative. Alors il y avait, avec plein de guillemets, en sciences politiques, la crise de la démocratie représentative, mais pour la première fois, on a entendu un peu tout le monde dire « Ah ben il y a crise parce qu'il n'y a pas de femmes ». Et donc c'était la première fois qu'on expliquait la crise de la démocratie représentative par l'absence de femmes, en disant avec toutes leurs vertus féminines, donc vertus supposées, mais qui se révèlent souvent des pièges, voilà, elles vont humaniser la politique, réenchanter le lien politique, etc. Bon, après, après 21 avril 2002, présence de Le Pen au second tour, ça devient de nouveau une affaire sérieuse, la politique. Et donc là, par exemple, au législatif de 2002, il n'y a quasiment pas de femmes qui sont investies, alors que la loi n'est pas contraignante. Mais il est vrai qu'un certain nombre de femmes ont investi cette idée de la féminité, de toutes les qualités qui leur sont associées. Je redis, je ne suis pas sûre que ce soit un avantage. Par exemple, dans la campagne de Ségolène Royal, alors là, je cite un article. La mère de famille. Pardon ? Elle joue la mère de famille. Alors voilà. Sur tous les fronts. Mais pareil, il faut suivre tout le déroulé de la campagne. Donc là, en fait, je cite des travaux de sciences politiques de Achin et d'Orlin qui ont publié un article dans Raison politique sur la campagne Nicolas Sarkozy-Ségolène Royal. En 2007. Au départ, Ségolène Royal, elle arrive à incarner quelque chose qui est difficile, incarner une féminité efficace en politique. On est toujours ou trop, ou pas assez, ou suspect, ou etc. Donc c'est une ressource très fragile, très contingente, le genre en général en politique. Mais 2007, elle commence sa campagne après sa désignation par le PS. Elle arrive à incarner une féminité non stigmatisante, gouvernante, une sorte de féminin neutre en politique, etc. Après, il y a le voyage en Chine et la bravitude. De son côté, Nicolas Sarkozy, à ce moment-là, incarne plutôt une virilité assez visible. Son genre est hyper viril, c'est le Nicolas Sarkozy, du Karcher, des petites frappes, etc. Et puis en janvier, ce qui se passe à ce moment-là, en 2007, c'est donc Ségolène Royal fait une erreur, dite extrêmement stigmatisée comme une erreur sur la bravitude. Tout le monde lui tombe dessus. Elle a une espèce de stigmate d'incompétence associée à son genre. Elle-même, elle sort de ce féminin neutre gouvernant pour entrer effectivement dans une sorte de féminisme victimaire. Et en voulant incarner ça, on se souvient tous de ce discours je veux protéger mes enfants avec le mince ventre. Et de son côté, en janvier, ce qui se passe, c'est que Nicolas Sarkozy fait ce que font beaucoup les hommes et la manière dont fonctionnent beaucoup les masculinités en politique. On pourrait aussi parler d'Alain Juppé. Mais ce côté, j'ai changé. C'est son discours fameux de janvier. J'ai changé, j'ai souffert, je suis plus le même homme, etc. Et donc, il arrive, lui, à incarner, là, pour le coup, un masculin, ce qu'il est assez spontanément, si je puis dire, neutre, gouvernant, etc. Alors que Ségolène Royal est renvoyée du côté d'une féminité plutôt stigmatisante. Donc, je veux dire par là, est-ce que c'est une ressource toujours fragile, toujours contingente, toujours susceptible de se retourner, mais c'est vrai aussi des manières de jouer le genre masculin. Voilà, j'aurais pu parler aussi d'Hillary Clinton et Obama, mais je ne vais pas le faire là. On va en reparler tout à l'heure, mais il est vrai que la féminité, dans ce que vous dites, c'est une ressource, un jeu aussi du politique qui font monter, descendre et qui l'utilisent. On a eu le cas, par exemple, des critiques largement sexistes de la robe de Duflot, qui ont été relayées. Je vais me tourner vers la juriste. Aujourd'hui, que peut faire le droit pour éviter justement ça ? Alors le droit, il agit déjà beaucoup, mais alors, sur les propos sexistes, on a une vraie difficulté parce que le sexisme, c'est avant tout une discrimination, sauf qu'une discrimination, ça demande un acte positif, un comportement. Et là, lorsqu'on est sur une appréciation d'une tenue de manière péjorative, c'est un propos sexiste. Mais c'est juste un propos. Donc là, on n'a pas de qualification particulière. Moi, je ne suis pas pénaliste, mais je vais quand même essayer. On retombe sur la qualification de l'injure. Quand on fait un propos sexiste, on fait une injure. Et techniquement, une injure, c'est faire sortir la personne, c'est ne pas prendre en compte sa dignité. Donc la faire sortir de la catégorie humaine, techniquement. Et les propos sexistes, comme les propos racistes, comme les propos homophobes, comme les propos discriminants envers les personnes handicapées, ce sont des injures plus, en quelque sorte. Et donc, par exemple, si on fait une injure alors non publique, je crois, donc dans l'intimité, c'est une amende
je crois, 38 € en temps normal pour une injure classique, très précisément, parce que j'ai relu les chiffres il n'y a pas longtemps, et 750 € pour des propos homophobes, sexistes, etc. Et lorsque c'est fait de manière publique, alors là, les chiffres augmentent, je crois que c'est 12 000 et on passe à 22 500 au maximum pour ces injures, donc éventuellement sexistes, plus 6 mois d'emprisonnement. Mais il faut que ça soit public. Donc là, on est dans une école où on s'intéresse, je pense, aux réseaux sociaux. Et là, les réseaux sociaux posent vraiment problème, puisqu'il y a une difficulté à savoir si c'est public ou pas, suivant si on est sur son compte Facebook, par exemple, si tout le monde peut le voir ou pas. Enfin, voilà, donc les réseaux sociaux posent en plus des nouveaux problèmes techniques, juridiques. Donc il y a ces deux aspects-là. Déjà, en soi, le propos sexiste est difficilement appréhendé par le droit, et en plus sur les réseaux sociaux on rajoute une difficulté technique. Donc pour l'instant le droit est un peu en retrait sur ces aspects-là, mais je pense qu'il avance quand même. En tous les cas, il y a une volonté politique, je crois. On a parlé de l'aspect historique, de l'aspect plus technique et juridique. J'aimerais vous faire réagir. Vous êtes venu aussi, Patrick Baudouin, pour témoigner de ce que vous avez vu à l'étranger. Les hommes politiques français, pour vous, sont-ils en retard ? Non, ils sont dramatiquement en retard. Il n'y a pas que les hommes politiques, d'ailleurs. Je veux dire, moi, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs ici en France. Je suis moi-même ici à Kedge. J'ai été témoin de gestes, pas tellement, mais de remarques, de petites phrases. Et d'ailleurs, je m'en suis, comment dire, j'en ai parlé au directeur des ressources humaines en disant, est-ce que c'est normal que dans une réunion, on puisse faire ce genre de commentaires à une femme? Parce que au Québec ou même au Canada, je veux dire, il y a certains commentaires sur lesquels ici il y a un petit sourire narquois qui traîne. Ben, la personne va être convoquée après et aura sans doute un avertissement. On ne parle pas de pénal ici, on parle de comportement au quotidien. C'est inacceptable. Et ici, je suis désolé de le dire, je ne vois pas d'enquête seulement, mais je vois j'étais dans des assemblées avec des entrepreneurs où il y a quelques femmes entrepreneurs, pas beaucoup. Simplement la façon avec laquelle on rit de certaines choses, on balance des vannes. Au Québec, vous oubliez ça. Et les comportements des hommes politiques, que ce soit au Québec ou au Canada, sont extrêmement sensibles sur ces points-là. Pourquoi ? Parce que l'opinion publique est très très différente. Le problème ne peut pas être simplement au départ des élites politiques qui se comportent de telle ou telle manière, c'est que l'opinion autour, je ne vais pas dire encourage, mais peut-être par une certaine neutralité permet que ça perdure. Ce qui n'est pas le cas au Canada, vraiment pas. Et je disais tout à l'heure à ma voisine que au Québec, on a eu une première ministre femme il n'y a pas longtemps, et je veux dire, c'est une femme qui compte énormément en politique. Le nouvel gouvernement canadien qui a été élu au mois d'octobre, c'est la parité complète, et avec des ministères extrêmement importants. Le ministère de la Justice, c'est une femme autochtone. Et il faut savoir qu'au Canada, il y a un grand enjeu aujourd'hui de révéler la vérité sur la disparition des femmes autochtones depuis 20 ans, mais choisir de la part du Premier ministre que ce soit une femme, la ministre de la Justice, et une femme autochtone, je veux dire, c'était pour nous, Canadiens, c'était logique qu'on fasse ça. Donc il y a aussi un environnement, si vous voulez, qui fait qu'à un moment donné, il y a des comportements qui ne sont plus acceptés. Donc pour revenir à votre question sur le retard, il est énorme à mon sens. Alors, on a parlé justement de la parité dans les gouvernements. C'était une des promesses de 2012. Moi, président de la République, je constituerai un gouvernement qui sera paritaire avec autant d'hommes que de femmes. C'est mission plutôt accomplie. Marion Paoletti, on peut parler aussi de discrimination positive. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, non seulement avec votre point de vue historique, mais votre point de vue de chercheuse. Est-ce que pour vous, c'est obligatoire ? Est-ce que ça n'exacerbe pas également les tensions ? Les mesures de discrimination positive ? Voilà, exactement. Alors, effectivement, le gouvernement est paritaire, ce qui est la première fois, mais il y a toujours eu plus de femmes gouvernantes que représentantes. C'est une philosophe qui s'appelle Geneviève Press qui le fait remarquer. En France, par exemple, pendant le Front populaire, alors qu'elles n'avaient pas le droit de vote, il y avait 3 femmes secrétaires d'État. Et donc, les femmes, on leur reconnaît plus facilement une capacité à gouverner qu'à représenter et à représenter le peuple. Alors, sur la première mesure de discrimination positive, si je puis dire, cette réforme de 99, mais vraiment dans les débats, il y avait l'idée, l'argument paritaire a été de dire on ne demande pas un quota, on n'est pas une catégorie, on est 50% de la population, et la représentation, elle doit être
celle de la société et de cette universelle différence des sexes. Et donc il y a eu dire à l'universalisme de l'individu, il faut en ajouter un autre qui est l'universalisme de la différence des sexes. Et elle rejetait vraiment complètement l'idée de discrimination positive ou de quota. C'était une révolution de concevoir l'individu comme sexué. Voilà. Depuis, ça a rendu possible effectivement ce que moi je considère comme des logiques plus de quotas et discrimination positive, même si la parité c'est discrimination positive, mais c'est un quota de 50%, donc c'est quand même une autre conception derrière. Discrimination positive, pour moi c'est le même argument que pour la parité. Je trouve qu'une députée l'a très bien dit. Elle a dit un moment de honte est vite passé, parce qu'il y a quand même cette idée effectivement d'accepter une discrimination positive. Et donc elle disait sur un registre très pragmatique, qui était de dire si on ne fait rien, si on ne passe pas par des quotas, si on ne passe pas par ce quota de 50%, on se retrouvera en 2050 avec ce que la situation était en 1993 dans l'Assemblée, c'est-à-dire 5% de femmes députées, c'est-à-dire moins que dans l'Assemblée élue en 1946. Donc l'idée du rattrapage ne tenait pas la route en France pour des tas de raisons qu'on ne va peut-être pas exposer ce soir. Voilà. Et donc l'idée qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait en passer par là, c'est aussi ce qu'on a aujourd'hui dans les quotas, dans les fédérations sportives, dans la haute administration publique, dans les postes A+, là, il faut nommer d'abord 30, puis 40% de femmes, donc ce qui va changer les choses, parce que ça, je ne sais pas comment ça va être aussi complètement reçu par les hommes, puisque c'est les carrières de recteurs, etc., de préfets. Voilà. Et je pense la même chose. Et puis je me permets de le dire là dans un numéro d'une revue dont je suis membre du comité de rédaction qui s'appelle Travail, genre et société. On a fait un débat justement sur quotas en tout genre, en posant la question de la réception. Et par exemple, dans des ministères sociaux ou à Bercy, les hauts fonctionnaires, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils ont qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre, ils ont des rhétoriques, des discours assez convergents. C'est-à-dire qu'ils disent c'est un mal nécessaire. Alors après, c'est quelque chose de nouveau, je pense. C'est un mal nécessaire et il y a consensus sur cette idée-là. Après, outre les quotas, on le voit par exemple pour les concours de magistrature, plus de femmes qui entrent en magistrature et pourtant les hauts postes, c'est souvent des hommes. Je vais poser la question aux deux femmes qui sont présentes ici. Pourquoi, selon vous, Delphine Tarot ? Alors, déjà, une chose, dès lors qu'il y a concours, les femmes réussissent mieux que les hommes. C'est établi, c'est statistique. Alors effectivement, tout recrutement par concours est plus égalitaire, puisqu'il y a une meilleure réussite pour les hommes. Effectivement, la magistrature, c'est un bon exemple. La médecine aussi, où on passe par des concours très difficiles. Alors là, on est au niveau de l'éducation, de la différence d'éducation entre les sexes, puisqu'il n'est pas question de dire que les femmes sont plus intelligentes que les hommes, mais dans leur éducation, il y a quelque chose qui les pousse à aller plus loin dans les études, d'aller dans le parfait, que n'ont pas forcément culturellement eu dans leur éducation les garçons. Donc déjà, ça favorise les femmes. Après, il y a une catégorisation par spécialité de médecine, comme il y a derrière, et les spécialités les plus reconnues sont encore exercées par des hommes, même si ça bouge quand même ces derniers temps. Et on voit ça partout. Donc là, on est, et c'est très en rapport avec la question de la parité. La parité, elle agit sur effectivement les postes de haute fonction. Et effectivement, la progression de carrière d'une femme est plus difficile. L'entrée en carrière, elle se fait, surtout si on passe par le biais d'un concours. Mais la progression dans la carrière, c'est là où on voit vraiment l'aspect inégalitaire entre les hommes et les femmes. Il y a une vraie difficulté aussi, mais que ce soit dans le privé ou dans le public d'ailleurs. Les difficultés sont identiques, même si les modes de recrutement ne le sont pas. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une problématique liée au genre. Marion Paoletti, sur le même sujet. Alors, sur la magistrature, donc se rappeler quand même que la magistrature a été ouverte aux femmes seulement en 1945 et l'avocature en 1900. Donc là, il y a des travaux assez connus d'Anne Boisjol sur cette question-là. Je crois que ce qu'il faut se rappeler toujours, c'est que le genre, donc cette bicatégorisation, cette construction sociale du féminin et du masculin, c'est aussi du pouvoir. Et c'est une manière de dire le pouvoir. Et je trouve dans la magistrature, ça se voit assez bien, c'est-à-dire une féminisation, mais
en même temps, les hommes restent sur les positions de pouvoir, et c'est vrai que c'est très très net, et qu'on a une distribution finalement assez genrée, que les femmes juges vont classiquement aux affaires familiales, Oui. elles ont ce Dans la plafond de verre, famille, et pourquoi? Donc ça, c'est une notion moi qui m'a intéressée dans le cadre de ma mission sur les carrières scientifiques, c'est-à-dire la confiance relative au rôle professionnel. Ça, c'est une notion que j'ai bien aimée. C'est-à-dire que les femmes, donc il y a tout un tas de raisons, elles sont plus ou moins discriminées, etc. Mais aussi, elles sollicitent moins des candidatures sur des postes où elles se projettent moins, parce que souvent, c'est des postes qui ont été construits par des hommes, pour des hommes, occupés par des hommes, etc. Et donc, par exemple, à l'université, être directeur d'une école doctorale ou directeur d'un centre de recherche, dans les entretiens qualitatifs, ce qu'on voit, c'est que les femmes, elles ont confiance dans leur capacité dans la matière. Elles ne remettent pas en doute le fait d'être bonnes dans leur discipline, donc c'est le syndrome de la bonne élève, mais en revanche, elles ont du mal à se projeter dans ces fonctions-là. Et la distribution des postes et des positions nous montre bien que le genre, effectivement, c'est aussi un rapport de pouvoir dans les positions exercées. Par rapport à ce qui t'est dit, moi j'ai un petit désaccord, c'est-à-dire que les femmes, elles réussissent mieux au concours, elles réussissent mieux à l'école. À l'université, moi j'ai vu les taux de réussite sexuée, c'est très impressionnant. À l'université en L1, les écarts de réussite, toutes filières confondues entre garçons et les filles. Donc pour tout un tas de raisons, parce que dans la socialisation des filles, apprendre à devenir une fille, c'est aussi apprendre à être sérieuse, à être sage, à se tenir, etc., à lire. Et dans la construction sociale de la masculinité, il y a plein d'autres choses qui se jouent. Mais au moment de s'inscrire ou de s'orienter, elles sont quand même minoritaires. Dans les classes préparatoires aux grandes écoles, elles sont 42%, alors qu'elles sont près de 60% à l'université. Et comme le dit la directrice de l'ENA elle-même, je vais la plagier, qui s'appelle Nathalie Loiseau, elle dit mais toutes ces qualités féminines de la réussite scolaire dans le secondaire, etc., ou dans le supérieur, ça devient pareil un handicap au moment de passer les grands oraux, parce que là, on vous demande d'être brillant, de prendre des risques, etc. Tout ce qui est associé à la masculinité. Et donc là, au moment des concours, et notamment à l'ENA, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont admissibles, mais elles ne sont pas admises. Donc elles se vautrent au grand oral. Parce que toutes ces qualités féminines, là, ça redevient un piège, parce qu'on attend d'être brillant, ce qui est plus associé, effectivement, Alors aux masculinités. Vous me permettez de passer à la deuxième partie sur le même thème. 3 femmes sont actuellement formées pour intégrer pour la première fois en France un sous-marin. Elles vont partir en mission à partir de 2017. Dans un article du Monde où le ministre l'annonçait, un officier français disait « Une révolution, le dernier bastion tombe ». Donc au pays des droits de l'homme, on a l'impression quand même que les droits de la femme, et surtout concernant certaines professions, est encore un petit peu limite. Je rappelle que les femmes ont intégré les sous-marins aux États-Unis depuis 2010, et c'est vers vous que je me tourne, Patrick Beaudouin. Quand on voit des personnalités comme Hillary Clinton, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet, justement sur les professions encore inacquises en France, ou sur ces profils de femmes politiques qui se dessinent un petit peu plus en avance quand même que ce qu'on peut avoir dans l'Hexagone? C'est certain que, et je vais rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit, au Québec, il y a eu par rapport à la parité, par rapport à l'égalité des salaires, par rapport à la présence des femmes dans les métiers, il y a eu des gestes extrêmement volontaires des pouvoirs politiques. Je veux dire, ça ne s'est pas fait comme ça naturellement. C'est sûr qu'il y avait un terreau extrêmement favorable avec la Révolution tranquille dans les années 60, qui a coïncidé avec le féminisme américain qui montait au Canada. Donc il y a eu, je dirais, une prise de conscience sur l'importance de l'égalité homme-femme, au point qu'on ne parle pas des droits de l'homme au Québec, c'est interdit. On parle des droits de la personne humaine. Donc il y a des choses, on a été, non seulement au niveau des gestes politiques, sociaux et économiques, on a été très engagés, mais on a été jusqu'à valider cette égalité entre hommes et femmes au niveau du langage, à tous les niveaux. Je veux dire, ça n'est pas simplement cosmétique, c'est vraiment en profondeur. Alors, la conséquence de ça, c'est qu'au niveau des métiers, au niveau de l'accessibilité à toutes les professions, aujourd'hui, un CV, on en parlait juste un petit peu avant la prise de parole, un CV au Québec, on ne met pas de photo, on ne met pas la date de naissance. C'est sûr qu'on va savoir si c'est un homme ou une femme, mais pour le reste, on ne sait rien. Et on n'a pas le droit de poser la question. Si vous posez la question, je peux vous dire, la personne des RH qui oserait poser la question va avoir des gros problèmes. Donc, je veux dire, on a travaillé dans le détail toutes ces dimensions-là qui font que l'accès au métier et le développement dans les carrières
Et je vous le disais, je pense au téléphone quand on a préparé ça. Moi, sur les 20 années, j'ai travaillé 17 ans pour une femme. J'étais vice-président, mais j'ai travaillé pour une présidente. Et sur le comité de direction, il y avait une parité pas obligatoire, mais naturelle, au sens où on est dans une société qui a tellement intégré ces notions-là qu'à un moment donné, on ne se pose pas la question de savoir qui pourrait à la limite avoir plus de femmes que d'hommes sur un comité de direction. Parce que quand j'ai pris la direction générale de la radio publique à Radio-Canada, à la fin de ma carrière canadienne, le comité de direction était paritaire, mais je dirais que les fonctions stratégiques les plus importantes étaient, et ça c'était parce que le talent était là, c'était des femmes. Et il n'y avait pas de questionnement sur ces notions-là. Donc je veux dire, c'est un travail de longue haleine. Donc quand on regarde la France, et je peux comprendre qu'on se pose encore beaucoup de questions à voir certains gestes et certains types d'attitudes ou de, je ne vais pas appeler ça écart de langage, mais forme de langage, malheureusement. Il faut se dire que c'est une longue histoire. Et on m'a posé à un moment donné la question, on m'a dit, mais la discrimination positive, est-ce que c'est quelque chose qui... Parce qu'on est toujours un petit peu gêné avec ça. Hein, mais objectivement, pour avoir vécu dans un pays qui a forcé les choses, moi je pense qu'on n'a pas le choix. Parce que j'ai quitté l'Europe il y a 22 ans, je reviens et je suis halluciné. Je suis juste halluciné. J'ai même parfois l'impression que sur certaines choses, malgré la loi, malgré tout ce qui s'est passé, dans la réalité quotidienne, personnellement, excusez-moi, je ne suis qu'un témoin, mais je suis témoin à charge. Alors justement, on a parlé des mots qui changeaient. Je vais vous faire réagir. On a eu ce débat un peu juste avant le début de la conférence, maître, maîtresse, auteur, auteur, madame le ou la ministre. Je vais vous faire réagir toutes les deux. Est-ce qu'il ne faut pas changer des mots dans la loi même, justement, dans la façon dont la loi est écrite? Et puis les mots, d'un point de vue... Les mots, l'utilisation des mots est importante, surtout sur ces questions-là. Est-ce que selon vous, il faudrait changer certains termes, certains mots? Alors, il y en a au moins un qui a disparu du Code civil, c'est le standard du bon père de famille. C'est déjà pas mal, remplacé par le critère de la raison. Donc, ce que ferait toute personne raisonnable dans une situation au lieu d'être un bon père de famille. Donc c'est déjà pas mal quand même, parce que là c'était une empreinte extrêmement forte quand même du sexe. Ceci étant dit, voilà, il y a une féminisation des métiers qui est en train de se faire, mais effectivement ça prend du temps. Après, alors, j'ai du mal à imaginer une loi qui dirait qu'on ne peut pas rentrer dans le détail par une loi, donc c'est un peu, ça me paraît assez compliqué. Mais voilà, en tous les cas, je crois qu'il y a un travail qui est en train d'être fait en ce moment, en tous les cas une prise de conscience pour rendre plus neutre la législation. Voilà. Et évacuer le standard du bon père de famille en fait partie. Mais je pense que là, il y a en ce moment, en tous les cas, une prise de conscience. Alors la prise de conscience, elle peut être longue, lente, la maturation peut être longue, mais je pense que quand même, on avance de ce côté-là. Donc rendre neutre la législation, vous disiez que maîtresse, pour vous, c'était un acte militant? Quand on dit maîtresse, non. Enfin, non, oui, dit voilà, comme ça, justement, voilà. Est-ce qu'il ne faut pas rendre plus neutre aussi certains termes? Alors, sur la langue française, moi j'ai découvert ce sujet il y a assez longtemps par une étudiante de M2 qui avait fait un super mémoire sur les résistances du français à la féminisation, on devrait dire la résistance de l'Académie française. Et c'est là où j'ai découvert, j'étais jeune maîtresse de conférence, un certain Vaugelas, je ne sais pas si vous connaissez, qui donc avant l'Académie française, c'était mais juste avant, alors je crois que c'est au XVIe siècle, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, a changé la règle. C'est un grammairien, parce qu'avant son époque, on accordait les adjectifs, les participes passés, etc., avec le genre du mot le plus proche. Donc, les garçons et les filles sont belles, les filles et les garçons sont beaux. Et donc, la particularité, effectivement, de la langue française, mais ce à quoi les Québécois ont réussi à trouver une solution, donc il n'y a pas de raison que nous nous inspirions pas, c'est de revenir quand même sur cette idée, le masculin l'emporte sur le féminin, qui est cette chose effectivement qu'on nous répète tout petit dans les têtes, etc., qui est quelque chose d'assez majeur dans notre rapport au langage qui évidemment n'est pas neutre, comme le montre cette action
politique de Vaugelas, qui a vraiment, voilà, et l'Académie française ensuite a repris. Alors je trouve qu'il y a une conscience là qui est dans ce moment qu'on vit. Alors, je n'ose l'appeler un moment féminisme, en tout cas dans cette conscience qui est quand même non négligeable. Je pense que les femmes ont fait un énorme pas, que les hommes français ont encore du job à faire, mais que bon voilà, il y a toujours cet espoir. Et par exemple, là il y a le guide du Haut Conseil à l'égalité, je crois que c'est ça, pour la féminisation de la langue française, et qui demande donc une communication non stéréotypée dans les images, etc., et pas dans les stéréotypes de genre, qui demande et qui suggère déjà dans ce rapport, qui rappelle cette loi de Vaugelas en ayant l'air de dire ça pourrait être un combat de la langue, mais qui invite dans tous les cas, alors si ce n'est à adopter cette écriture féministe qui peut fatiguer sur la longueur, c'est-à-dire à féminiser, à adopter une langue épicène. Et quand on fait cet exercice, donc épicène, respectueuse des deux genres, et dire par exemple, effectivement, les droits de la personne humaine, c'est une écriture épicène, c'est-à-dire un mot assez neutre. Plutôt que dire les étudiants ou les jeunes femmes étudiantes sont complètement invisibilisées, dire la population étudiante, c'est voilà. Et donc c'est pareil, une mécanique où on se dit bon, ça va être difficile. Et en fait, dès qu'on s'efforce d'adopter cette écriture épicène, dont on peut espérer qu'elle va se généralisée, y compris dans l'écriture journalistique, qui est quand même la plus lue, je pense que c'est effectivement une bonne manière de procéder sur les représentations. Alors vous avez employé le mot genre, justement, qui est un peu aujourd'hui au cœur des débats de notre société. Je vais vous relancer sur cette question. J'aimerais poser la question à Patrick Beaudoin. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait autour de ça dans les pays que vous avez pu visiter ? C'est sûr que là, je donne cours aujourd'hui sur 3 populations étudiantes très très différentes, les Canadiens, Québécois, les Français et puis les Chinois. Ce que je constate, en Chine, ce qui est très intéressant dans ma découverte, dans mon travail, c'est que je donne cours au MBA. Donc je donne cours à des jeunes qui ont entre 30 et 35 ans, donc qui sont dans l'industrie, qui sont dans l'économie, qui sont dans le travail. Les écoles en Chine, je parle du MBA, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais ça veut dire donc que ce sont des personnes qui sont là pour faire un MBA, ce sont des personnes qui, dans le métier, dans le quotidien, ont des grosses responsabilités. On ne fait pas un MBA quand on démarre à la sortie de l'école. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'attitude et le comportement en classe. Alors, est-ce que c'est le résultat d'une longue révolution culturelle sur laquelle je n'entrerai pas aujourd'hui, en tout cas pour la Chine? Mais ce qui est clair, c'est que le comportement en classe, le respect homme-femme est exceptionnel de ce que j'ai vu en classe. Au Québec, pareil, pour d'autres raisons, mais pareil. Et ici, ce que je constate au niveau des comportements, comme prof, c'est une certaine timidité en classe qui est assez globale d'abord, parce que je redécouvre qu'on a un enseignement qui est issu d'une pédagogie qu'on appelle en anglais top-down, épouvantablement dure et lourde. Donc, on a déjà une population étudiante que je trouve très, très timide, si pas très timorée. Mais alors là, si on parle des genres, alors là, les filles sont encore plus timorées que les gars. Alors ça, c'est sûr que... Et c'est ça qui m'effraie un petit peu, c'est que je me dis, on peut changer la loi, on peut changer la langue, mais si, hélas, je rentre dans un autre point, je vais faire une parenthèse très personnelle. J'ai une fille adoptée d'origine chinoise qui est arrivée dans l'école française il y a 2 ans, au niveau du collège. Elle était hyper brillante au Québec, elle reste très bonne ici, et elle m'a dit il y a quelques mois que l'attitude des professeurs au sein de l'école, c'est quelque chose qui le démotivait de rester à l'école. C'était donc pas un problème de contenu, c'est pas un problème de copains, copines, etc. C'est cette agressivité qu'il y a. Et ce qu'elle a très fort senti, garçon-fille, des rapports garçon-fille très très différenciés dans les comportements des profs, elle, venant d'une éducation canadienne, québécoise, elle est gelée. Au Québec, on dit gelée quand on est, je dirais, sidéré, merci. Donc, elle est complètement... Et je constate que cette pédagogie extrêmement lourde, elle est aussi souvent sexiste. Et ça, je veux dire, si à l'école, on laisse encore ces comportements se tenir, c'est sûr qu'après ça, on ne va pas s'étonner que dans l'enseignement supérieur, ça se reproduit, et puis après ça, dans la société, ça continue. Donc, pour moi, il y a un enjeu majeur, c'est que cette dynamique du respect de la femme, du respect de l'égalité, etc., ça commence tout au début, mais ce n'est pas tout à fait ce que j'ai vu dans l'école où est ma gamine.
Et là, je suis vraiment effrayé. Alors c'est un point très important de notre débat, l'éducation justement. Je vais me retourner vers vous, Marion Paoletti. On a parlé de genre, d'éducation, de culture. C'est très lié. On a l'impression que la parité, ça doit se prendre un peu à la racine. Dans les différents travaux que vous avez effectués, quel est votre avis sur le sujet ? Qu'est-ce qui, en France aujourd'hui, est en train d'être fait ou pourrait encore être fait ? En matière d'éducation ? En matière d'éducation. Peut-être que je peux parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire les cours sur le genre. Donc les études de genre, là aussi, hein, le continent anglo-saxon a développé ses études de genre, peut-être, voilà. Et en France, ça a été plus tardif. Hein, on a des développements très importants sur le genre, des recherches, des revues. On a beaucoup de revues. Mais en revanche, on a quand même beaucoup de mal à enseigner, y compris en sciences sociales, des cours sur le genre. Et quand on en fait, en fait, ça intéresse énormément les étudiants, puisque ça renvoie effectivement à la construction sociale des masculinités, des féminités, leur hiérarchisation, etc. Et par exemple, à l'IEP, là, j'ai un cours avec ma collègue en M2, dans une petite filière qui s'appelle genre et politique, métier du genre, métier de la politique. Et dedans, on a pu avoir un cours, mais qui n'est qu'un cours de 16 heures sur genre et politique. Donc je veux dire par là que c'est très difficile d'avoir des cours sur le genre dans les premiers cycles. C'est pas propre à l'Université de Bordeaux, mais ça commence à se diffuser. Mais c'est rare, je veux dire, d'avoir des recherches aussi développées, des revues scientifiques aussi développées et d'avoir une résistance. Donc ce qui s'est passé là, on l'a tous suivi, il y a eu cette controverse s'agissant de l'éducation, sur les ABC de l'égalité, donc controverse assez délirante quand même. Voilà, avec quand même un recul du ministre, c'était Payon à l'époque. Le programme a été remis en œuvre, mais alors, je ne suis pas directement dans mon domaine, donc voilà, mais je crois qu'il y a une expérimentation qui est de nouveau menée sur les stéréotypes. Ce qu'il faut dire, moi je trouve que dans la société, et ce qui nous choque là, et ce qui vous choque peut-être, et notamment au niveau des enfants et dans les collèges, en plus là, juste avant de venir, j'étais à un séminaire avec François Dubé qui le disait lui-même, c'est que dans les collèges, les enfants ne se séparent pas. C'est-à-dire que les socialisations différenciées, elles sont fortement à l'œuvre. Elles sont fortement à l'œuvre à la maternelle, elles sont fortement à l'œuvre au primaire. Les gosses ne se mélangent pas et ça leur fait même peur de rentrer en contact. Et y compris au collège, c'est vraiment, ils prennent quasiment des escaliers différents. Vous avez des sorties avec eux, vous avez tous les gosses, tous les garçons devant, toutes les filles derrière. Enfin, c'est assez troublant. Et puis on est dans une société donc, qui est peut-être acquis effectivement à l'idée de l'égalité, d'être sur des individus neutres, d'avoir des trajectoires indifférenciées, peut-être des individus dégenrés, si je puis dire, comme espèce d'horizon idéal. Et en même temps, on a une société qui ne cesse de produire de la différence, de la différenciation dans la socialisation, à l'école, mais aussi toutes les industries culturelles, l'importance du porno dans les industries collectives. Je ne sais pas si vous regardiez hier Canal+, c'était là-dessus, sur les chanteuses, etc. Et donc on est dans un espèce de hiatus comme ça, et c'est vrai que tous les on a vu que les programmes en faveur de l'égalité qui interrogent les stéréotypes, et donc de fait qui interrogent la notion de genre, ont plutôt donné lieu à des résistances assez incroyables il y a 2 ans, mais parce que c'était imbriqué dans la controverse, je le rappelle quand même, sur le mariage pour tous. Oui. Alors on parle justement de résistance aussi en matière de droit, rétropédalage. Qu'est-ce que ces questions font avancer, ont de la peine encore à faire avancer aujourd'hui au niveau du droit? Où en est le droit en fait à ce niveau-là justement? Alors le droit, alors là je vais parler en matière de lutte contre les discriminations en règle générale, puisque le sexe fait partie des critères de discrimination et du coup est englobé par l'avancée générale du droit sur la question. On est en retard. Enfin, là, les propos qui ont été tenus avec l'exemple du Canada montrent bien qu'on est très en retard. Et on est en retard en grande partie parce que la société fait qu'effectivement, on n'a pas une prise de conscience qui a été faite. Et parce qu'on a effectivement un arsenal juridique qui est daté. Et on s'est enferré dans un système juridique parce qu'on y a cru, parce qu'on avait une croyance dans l'égalité pleine et parfaite par la loi, parce qu'on allait offrir une loi la même pour tous, ça allait être suffisant pour que chaque individu puisse s'exprimer avec tous ses mérites, et qu'on puisse prendre en compte ses mérites. Et on n'a qu'une prise de conscience très récente que ce n'est pas le cas. Donc on est en train d'agir, mais depuis, je ne
sais pas moi, une trentaine d'années, pas plus, sur les questions. Et encore, les avancées que l'on peut rencontrer, elles nous proviennent en grande partie du droit de l'Union européenne, qui nous impose de modifier notre législation. Par exemple, en matière de preuve de la discrimination, il a fallu attendre les années 2000 pour aménager le système de la preuve, qui était extrêmement difficile pour les victimes. Et à partir des années de la loi de 2001, on a dit qu'effectivement, une victime de discrimination n'avait à prouver que la différence de traitement. Et à l'employeur d'apporter la preuve que cette différence de traitement n'est pas due à un effet discriminatoire, mais est due à un critère objectif. Et c'est un aménagement de la charge de la preuve, et ça a été une bouffée d'oxygène pour les victimes. Depuis les années 2000, on voit quand même qu'il y a de plus en plus de contentieux sur les discriminations, et c'est tant mieux. Et il y a d'autres avancées aussi sur d'autres formes de discrimination, pas seulement la discrimination directe, de dire bon, moi je ne te veux pas parce que tu es une femme, mais de voir les effets que peut avoir une décision d'un employeur a priori neutre et qui a en fait des effets négatifs sur les femmes. Par exemple, on prend en compte donc la discrimination indirecte. Alors l'exemple classique, c'est lorsque un employeur décide de mettre en place une prime pour l'ensemble de ses salariés et qu'il lie cette prime au temps de travail. Et on se dit, le temps de travail, c'est objectif, n'a pas de difficulté. Sauf qu'en fait, il y a des personnes qui travaillent à temps partiel. Et sauf que dans les personnes qui travaillent à temps partiel, ce sont dans une très très grande majorité des femmes. Et du coup, une prime telle que celle-ci, a priori neutre, discrimine indirectement les femmes. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y en a plein. Les discriminations indirectes proviennent aussi du droit de l'Union européenne et arrivent vraiment maintenant en France à avoir un effet positif pour les victimes. Donc on sent vraiment quand même depuis une quinzaine d'années, il y a un processus de prise en compte des discriminations qui est là. Alors après, on est dans un système a posteriori. La discrimination a déjà eu lieu. Donc là où il faut vraiment avancer, c'est prévenir les discriminations. C'est là où on a plus de difficultés. Alors sur ce thème, on a parlé prévenir les discriminations. Prévenir, ça vient par l'éducation par l'image. La télévision est aujourd'hui un média d'éducation très important dans nos sociétés, également outre-Manche et outre-Atlantique. Justement, qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Je sais que vous avez travaillé pour différents médias. Comment ça se passe, ces politiques d'éducation, par le biais des médias? D'abord, comme je le disais, dans la société canadienne et québécoise particulièrement, tout est dans tout. Et ces enjeux d'égalité entre les sexes, de respect des différences, etc., c'est dans l'ensemble de la société. Donc quand on arrive au niveau de l'image, au niveau des séries télévisées, au niveau de tout ce qui peut être créativité, c'est sensible. C'est tellement sensible que si à un moment donné, il y a des écarts dans une série télévisée ou dans un reportage, c'est extrêmement souligné. Et à la limite, ce serait tant pis pour le média qui a osé laisser le contenu se diffuser dans de telles conditions. Donc, il y a une attention à tous les niveaux. C'est tellement important. J'ai dirigé, comme je vous le disais, la radio publique, Radio-Canada, pendant 3 ans. Au niveau des émissions radio, alors on ne parle pas d'image, mais on parle quand même d'image parce que le contenu est fondamentalement véhicule de l'image. On est extrêmement attentif au niveau des panels, au niveau de la présence des opinions, à ce que la dynamique relationnelle respecte très très bien ce regard féminin sur les enjeux, etc. À tel point aujourd'hui, et ça c'est peut-être l'exemple extrême dans le sens de réussite à ce niveau-là, c'est que la majorité des talk shows au Québec sont animés par des femmes. Et des femmes qui ont énormément de reconnaissance, de prestige. Et ce n'est pas de la ségrégation ou de la discrimination positive, c'est une réalité qui s'est installée dans le temps. Et aujourd'hui, on ne se pose plus la question de savoir pourquoi il y a... Non, c'est comme ça, ça se passe comme ça. Et au niveau du cinéma, quand je parle de cinéma, donc on parle d'œuvres de fiction, je ne vous cache pas que cette notion-là, quand ils font par exemple un film historique sur le Québec d'avant la Révolution tranquille, je peux vous dire qu'ils sont extrêmement attentifs aux personnages féminins. Et même si dans l'histoire, ces personnages féminins, dans la réalité historique, ils étaient maltraités ou en tout cas pas respectés comme il se doit, ils sont attentifs à ce que ces personnages aient une profondeur, pas survalorisée, mais en tout cas une profondeur très visible. Donc
c'est dans tous les éléments que c'est abordé, cette notion-là. Marion Poletti, on a l'impression en écoutant le témoignage de votre voisin qu'il y a quelque chose qui se joue sur l'inconscient aussi. Je me mets à la place d'une adolescente aujourd'hui qui regarde des programmes, il y a quand même une image de la féminité et de la femme qui n'est pas forcément la plus positive. À votre avis, j'imagine que vous avez dû voir beaucoup de travaux sur ce thème-là. Aujourd'hui, quelles sont déjà les conséquences de ce que vous percevez de cette tendance et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous ? Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'image. Je pense qu'il y aurait des personnes dans la salle plus capables de répondre sur les médias. Donc, je peux, effectivement, avec ce que j'en connais, dire 2-3 mots. Ce que je disais, ce qui me frappe aussi dans les images, c'est cette espèce de féminisme trash, quasi pornographique, qui est très important chez les chanteuses de la pop culture, etc., Beyoncé, etc., et qui correspond aussi à une position féministe, de dire je retourne le stigmate, je l'assume, ce girl power hyper sexiste, voire porno chic, ou même pas chic d'ailleurs, c'est le point de vue, qui est une tendance et qui existe assez forte et qui s'affiche comme une volonté soi-même de prendre les codes, de les détourner, etc., mais qui génère probablement des effets d'identification très compliqués. Alors là, on est sur des sujets vastes, et puis c'est pas complètement mon domaine de recherche, donc on a vite fait de véhiculer ces stéréotypes, etc. Mais on sait qu'un des problèmes importants, c'est quand même, et on parlait de la différenciation sexuée, ce que ça entraîne comme hypersexualisation chez les toutes petites filles dans nos sociétés. Donc il me semble que, alors effectivement, la société québécoise, elle est très intéressante pour nous. Donc là, je pense à un ouvrage d'Aurélie Olivesi, qui est en sciences de l'information et de la communication, et qui a dirigé un ouvrage sur le genre dans les médias. Et il y avait un article dans cet ouvrage-là sur une série québécoise, mais ça va pas me revenir, où ils étaient tellement à la fois réflexifs, critiques, distanciés par rapport au genre, que ça ne cessait d'être des blagues des personnages soi-même sur un couple. Je pense qu'on en est encore... voilà. Et là, très sincèrement, sur les médias, je pense que il y a eu, là encore, les femmes ont beaucoup bougé. Donc je pense aux femmes journalistes qui ont monté l'association des femmes journalistes. Je pense à ce qui a été monté comme travail militant, d'avoir les femmes expertes, c'est-à-dire avoir des réseaux suffisamment constitués, avec efficaces. Un guide qui est donné des femmes expertes. Voilà, un guide pour que, effectivement, quand on voit des plateaux d'experts qui ne cessent de se multiplier, etc., on voit aussi des femmes et pas seulement dans les rôles stéréotypés. Donc là, je pense qu'il y a eu vraiment des travaux importants, militants, je veux dire, engagés, qui ont été faits. Il y a un moment, je veux dire, la responsabilité, elle en revient aussi aux directeurs, aux responsables d'antenne, aux responsables d'émissions, aux responsables, effectivement, des produits culturels, aux producteurs de cinéma, de télévision, etc., qui se trouvent être en position aujourd'hui et qui se trouvent être quand même dans leur écrasante majorité des hommes. Patrick Baudouin. Oui, je voulais rajouter, au Québec, comme au Canada, et comme ici d'ailleurs, il y a, pour tout film publicitaire, il y a une commission qui valide je ne vais pas dire la qualité créative de la pub, parce que ça, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, qui valide le politically correct, ou en tout cas le respect de la femme, etc. Et je vous raconte une anecdote. Moi, à un moment donné, je dirigeais donc la création de l'agence, et on présente à ce comité 14 storyboards de pubs, et le concept était des disputes de couple. Sur les 14 commerciaux qui étaient présentés, il y avait 4 commerciaux où l'homme était ridiculisé. Non, excusez-moi, 4 où la femme était ridiculisée, et donc tout le reste, c'était le contraire. Ce qui était très très intéressant dans les discussions qu'on avait avec ce comité, c'est qu'ils ont totalement gommé tout ce qui était histoire où la femme risquait d'être un petit peu dévalorisée dans cette dispute conjugale. Et à l'inverse, ceux où l'homme était ridiculisé, ce n'était pas le cas. Alors ça, c'était vraiment intéressant, et ça, je vous raconte, il y a 15 ans. Et alors, on a observé, après ça, il y a eu des études qui ont été faites, parce qu'on s'est dit, mais attendez, c'est très très bien le respect homme-femme, mais est-ce qu'on doit arriver au point inversé où on va ridiculiser les hommes systématiquement? Et c'était un débat de fond au Québec, et y compris au niveau des réglementations, parce qu'on s'est dit, c'est pas parce qu'on veut empêcher l'un qu'on doit permettre l'autre. Et là, il y a tout un débat aujourd'hui dans la société québécoise, et je l'évoquais aussi tout à l'heure, c'est autant je pense que cette société a très très bien réussi ce rééquilibre entre les genres, au niveau des métiers, au niveau des salaires, au niveau de la reconnaissance, au niveau du langage, etc. etc. Et des partages domestiques, pas.
Autant il y a un effet, mais quand je dis pas, ça dépend de la génération. La génération X, pas, la génération Y, totalement, par exemple. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se pose la question, et c'est des questions de fond, hein, c'est aujourd'hui au Québec, on se pose la question, comment revaloriser le rôle masculin ? Et ça, c'est un débat, entre autres, au niveau des résultats scolaires. C'est tellement catastrophique, je parle du primaire, je ne parle pas du secondaire ou de l'universitaire, je parle du primaire. C'est tellement catastrophique qu'on est occupé à regarder, pas nécessairement revoir, évidemment, tout l'enjeu de la reconnaissance de la femme et de ses talents, etc., mais comment redonner, pas de la fierté, mais un certain équilibre dans les relations. Parce que les gamins, je parle des gamins, des jeunes gamins aujourd'hui, eh bien, la notion de modèle a été tellement neutralisée qu'il n'y a pas de modèle. Et on ne parle pas d'un modèle machiste, je parle simplement d'être masculin. Et c'est une discussion. Écoutez, il y a des débats à Radio-Canada, je vous invite à taper les mots-clés, vous allez les avoir sortir dans les médias. C'est un débat où les sociologues sont autour de la table, beaucoup de gens, des psychologues, des psychiatres, c'est un débat de fond. Donc ce que je veux, et je vais m'arrêter là-dessus, ce que je veux seulement dire, c'est que tout ce travail de rééquilibre des genres est extrêmement délicat parce que qui dit rééquilibre dit aussi rupture d'autres types d'équilibre. Et il faut voir qu'aujourd'hui, les jeunes hommes québécois, je parle de la génération X et au-dessus, donc les boomers, donc je ne parle pas des Y et des Z, c'est des générations qui sont totalement perdues en termes de relations de couple. Mais totalement. C'est épouvantable ce que vous pouvez entendre comme drame et comme suicide. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé qui est... On ne peut, à l'heure où on se parle, que le constater, mais simplement pour vous dire que c'est un enjeu dramatiquement important à tous les niveaux. Alors je vais passer juste la parole à Delphine Tarot. En France, on a un organisme qui est chargé quand même de contrôler les médias, le CSA. Sur ces questions-là, justement, en écoutant le témoignage de Patrick Baudouin, on a l'impression qu'en fait le CSA ne sanctionne pas grand-chose, ou en tout cas n'aide pas à faire passer certains stéréotypes. Est-ce que je peux vous questionner sur ce sujet ? Est-ce que le CSA peut changer sa charte ou Oui, tout est toujours possible. Ceci dit, moi je trouve que dans le CSA, il y a de plus en plus de femmes visibles en tant que membres du CSA et qui parlent. Donc c'est déjà une avancée certaine, et je pense que dans les années à venir, il y aura vraiment une avancée sur ça. Après, oui, il y a du travail, il faut dire. On part de loin, donc je pense que le CSA aussi fait son travail, mais voilà, ça avance peut-être sans doute pas assez vite au goût de certains, mais effectivement, il y aurait plus à faire, c'est une certitude, parce que l'image de la femme véhiculée dans les publicités, et ça s'améliore quand même, je trouve, quand même, depuis quelque temps, ou dans les téléfilms, ou dans les films, c'est quand même pas terrible. Après, voilà, pour l'instant, on n'a que cette ressource-là, on n'a que cette autorité administrative en la matière. Voilà. Après, peut-être qu'il y aurait d'autres choses à faire. Peut-être que le défenseur des droits, qui est une autre autorité administrative qui s'occupe notamment de lutte contre les discriminations, aurait peut-être un rôle à jouer dans ça, voilà, d'interagir aussi avec le CSA et de voir quelles sont les problématiques sur l'image de la femme. Ça serait peut-être à voir. Après, à trop multiplier les interlocuteurs, on délite un peu le propos. Donc voilà, peut-être renforcer effectivement cet aspect-là du CSA et voir les interactions avec le défenseur des droits, ce que je vois comme avancée possible. Marion Paoletti, vous vouliez ajouter quelque chose sur le sujet ? Non, le CSA, pas du tout. En revanche, mais ça risque peut-être d'ouvrir un grand débat ou une série d'interrogations, mais c'est extrêmement intéressant, moi je trouve, cette réflexion. Hein. Donc dans une société qui est présentée comme matériellement changée, en fait, hein, par l'égalité femmes-hommes, et les conséquences sur les hommes et les masculinités. Moi, je trouve que c'est un débat, évidemment, qui est intéressant. Peut-être juste par rapport à ça, moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en sciences sociales, les études sur le genre, c'était vraiment des femmes qui travaillaient sur les femmes ou les féminités. Le fait qu'on travaille sur les masculinités, alors c'est en sciences sociales très récent, c'est vraiment des thésards, des docteurs qui soutiennent là, etc. Même si je ne sais pas si vous avez entendu France Info, il y avait le fil rouge, c'était Anne-Marie Somme sur la construction historique des masculinités. Donc il y avait quelques pionnières et quelques travaux. Voilà. Et donc on a quand même quelque chose qui se complète. Alors après, je pense
moi, je pense qu'il faut quand même toujours être prudent avec l'idée de la crise de la masculinité. Je ne la remets pas du tout en cause comme ça, mais je pense à des travaux qu'on avait fait sur la virilité mise à mal. Le fait, par exemple, Vigarello disait, mais les hommes, ils sont toujours en crise. C'est une espèce de crise permanente, etc., une crisologie, même dans l'histoire, parce que chez les hommes, il y a l'idée de la masculinité et de la virilité. Et les aînés trouvent toujours que les jeunes hommes, ma foi, sont pas à la hauteur, sont pas assez virils, et donc ça participe aussi de l'idée de la crise. Il se peut quand même qu'on est dans une société, effectivement, de la coopération, de l'attention aux autres, certains disent de la sollicitude, etc., où, je sais pas, en politique, par exemple, si je réfléchis comme ça, sur les transformations éventuelles vers la démocratie participative, c'est plus ajusté, effectivement, à des qualités qui sont dites féminines. Et ce qui faisait la puissance des hommes, voilà, cette capacité de leadership, de décider seul, etc., c'est pas une société qui est très adaptée à ça, et donc c'est pas que la conquête du pouvoir par les femmes, mais il y a aussi des transformations assez globales, je pense. Et je pense, effectivement, moi cet été j'étais en Guyane, et donc il y a un vrai problème avec les jeunes hommes guyanais qui sont très en crise, les Amérindiens. Et donc il y a une commission d'enquête qui a été menée, parce que donc, les Amérindiens se demandent ce qu'ils font dans ce monde-là. Mais alors les jeunes hommes, voilà. Donc je pense qu'il faut entendre ça aussi, voilà. Mais la difficulté qu'on a aussi à prendre en compte ce discours-là, c'est que peut-être dans une société où l'égalité est réalisée, mais en France, vraiment les structures matérielles, économiques, etc., font que voilà, les salaires, les violences, les inégalités, les postes de direction, etc., donc sont occupés par des hommes, dont on peut dire, bon, les pauvres en crise, mais quand même, ils ont le pouvoir. Voilà, et qu'il y a par ailleurs, effectivement, un discours là qui n'est pas global de réflexion d'une société, et c'est évidemment intéressant, mais qui est discours dit masculiniste, bon, à la Éric Zemmour, sur le mode, mon Dieu, les femmes ont pris le pouvoir, et il faut revenir, avoir une réaction à l'ancienne. Mais c'est vrai que ça fait des choses aussi dramatiques, parce que quand on pense au Québec, là, ce premier massacre qui a dû aussi, à l'école polytechnique, dans l'histoire des rapports hommes-femmes, je veux dire, c'est la fin de l'innocence aussi pour le féminisme, et de dire, effectivement, l'égalité, ça se paie aussi. Et ce que je voudrais dire sur l'idée de la souffrance, c'est-à-dire que je pense que quand on est sur ces questions-là, il faut un peu aussi se situer, parce qu'il y a plein de manières de concevoir l'égalité. Moi, je pense qu'effectivement, la différenciation, ça produit de l'inégalité, qu'on peut aller vers un individu non-genré, mais j'ai conscience aussi de ce que c'est un chemin qui ne va pas sans douleur, sans malaise, voilà, c'est plus simple d'avoir des bons repères, ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, ce que doit faire un homme, ce que doit faire une femme, etc. Ça génère pas le même type de pathologie dans la société, mais effectivement, cette possible, je ne dis pas que tout est gagné, etc., mais cette possible indifférenciation, en tout cas, des rôles, des qualités, etc., cette dynamique, ne va pas, effectivement, sans malaise identitaire, mais il y a bien d'autres raisons d'être dans un malaise identitaire aujourd'hui. Alors, Patrick Baudouin, vous vouliez ajouter quelque chose? Après, on va glisser vers notre troisième et dernier thème. Oui. En fait, je voulais vous raconter une anecdote intéressante. Un grand chef amérindien au Canada, il y a une commission d'enquête qui s'est terminée il y a 2 ans maintenant sur l'histoire des orphelinats amérindiens. Et à un moment donné, dans une de ces réunions de la commission, il y a ce grand chef qui s'appelle, moi je l'appelle Dominique parce que c'est un copain, puis que je ne connais pas son nom amérindien, je n'arrive pas à le retenir, mais je l'appelle Dominique. Et il veut que je l'appelle Dominique. Donc Dominique est présenté au comité. Et alors, et vous allez voir comment ça touche l'histoire de la parité, l'égalité, etc. Il vient expliquer à la commission que toute l'oppression coloniale anglaise vis-à-vis des Amérindiens avait cassé l'équilibre entre hommes et femmes chez les Amérindiens. Il faut savoir qu'il y a énormément de violence dans les communautés amérindiennes aujourd'hui, entre autres à cause de l'alcoolisme, du chômage, etc., etc. Et en fait, il a raconté quelque chose de merveilleux. Il disait, vous savez, nous, dans la cosmogonie amérindienne, au centre est l'enfant. Autour des enfants de la communauté sont les femmes. Et autour des femmes sont les hommes, parce que les hommes sont la relation avec l'extérieur, c'est-à-dire à travers la chasse, sont pourvoyeurs, etc., etc. Et vous, les colons, alors il parle à ce moment-là à la commission d'enquête, il dit, vous les Anglais, vous les colons, qu'est-ce que vous avez fait? Vous nous avez enlevé la terre. Et c'était quoi la terre pour nous les hommes? C'était l'univers où on pouvait exister comme chasseurs pour être pourvoyeurs des femmes et protéger des enfants. En l'enlevant la terre, vous avez enlevé notre rôle. Et notre rôle, et les femmes, voyant que nous n'avions plus notre rôle, ont été perdues aussi parce qu'elles ne voyaient plus le lien entre l'extérieur, la terre, le territoire, et l'enfant. Donc vous voyez que dans des sociétés dites premières, il y avait une cosmogonie qui, les hommes et les femmes étaient différents,
elles étaient différents, mais égaux et très respectueux sur plein de choses. Et ce que je veux seulement évoquer à travers cet exemple-là, c'est que dans la société amérindienne, ils ne parlent pas d'égalité, ils parlent de respect et de la force de chacun dans certains des rôles, mais ils ne parlent pas nécessairement d'une égalité comme nous, les Occidentaux, nous le lisons. C'est juste ça que je voulais ajouter comme exemple intéressant. Alors, juste avant de donner la parole à la salle, j'aimerais vous faire réagir tous les trois sur le témoignage d'une personne qui était venue à votre place en 2015 pour parler justement de la parité. Elle était ingénieure et elle disait: en école, j'ai jamais ressenti la différence avec mes homologues masculins. On était un peu dans un univers protégé, béni. Et puis j'arrive dans le monde de l'entreprise, premier contrat, hop, je gagne moins que mes collègues. Et puis quand je réussis, on me prête toujours soit différentes séductions, soit autre chose. Voilà, elle se rendait compte de tout ça. Donc aujourd'hui, dans son témoignage, ce que je comprenais, c'est que difficile de sentir la différence tant qu'on est en université, même à l'école, et que c'est après que ça se passe. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce sujet, tous les trois? Delphine Tarot. Eh bien, alors, il y a plusieurs aspects sur le monde de l'entreprise. Et d'une, il y a les relations avec les collègues. Et quand on est dans des métiers où il y a beaucoup d'hommes et qu'on est en minorité, donc là on parle de mixité, il y a un jeu de rapports sociaux qui fait qu'on peut être face à du sexisme. Il y a l'employeur, de son côté, qui, encore à l'heure actuelle, est plutôt masculin que féminin et qui peut avoir ses propres a priori. Et il y a les syndicats, dont on ne parle pas beaucoup, qui sont eux-mêmes extrêmement masculins. Il y a très peu de femmes qui participent aux négociations collectives, donc très peu de femmes qui participent à la production de la main professionnelle. Donc là, il y a un vrai problème. Le monde du travail, les femmes ne sont pas décideuses encore. Donc finalement, sur la politique, on a réussi à mettre en place ce système de parité, voilà, avec ses pas non défauts. plus décideuses. Hein. Voilà, ouais. Regardez les régions. Oui, Ouais. 3 sur 17, je crois, 3 femmes présidentes de région sur 17, c'est sûr qu'on voit bien que ça a ses limites. Mais on a essayé de faire des choses. Du côté des syndicats, c'est pas du tout le cas. Donc dans ce monde professionnel, il a pour l'instant totalement été occulté. Donc ce témoignage, malheureusement, s'explique très facilement. Marion Paoletti. Oui, alors je pense qu'effectivement, jeunes, on a absolument l'illusion que l'égalité est acquise, qu'il n'y a pas de souci. Parce que voilà, là, moi, j'ai présenté mon rapport sur la situation comparée devant plein d'étudiants qui m'ont dit: ah, mais non, mais c'est un problème de vieille. J'étais contente, mais bon. Voilà, pas de problème, etc. Donc il y a effectivement cette entrée dans le monde professionnel, voilà, où effectivement on est bon, je pense que l'essentiel a été dit, donc je ne développe pas. Et puis après, il y a le premier enfant, hein, parce que même dans la conjugalité, il n'y a pas trop de soucis quand on n'a pas d'enfant. Le premier enfant, pour plein de personnes, c'est une vraie sidération, hein, pour le coup, de voir qu'effectivement, à ce moment-là, les préoccupations des unes et des autres ne sont pas les mêmes, que la manière d'investir l'enfant n'est pas complètement la même, etc. Et que plus il y a d'enfants, plus ça devient problématique, hein, puisque ce qu'on sait du temps domestique des hommes, c'est-à-dire que plus ils ont d'enfants, hein, moins ils s'investissent dans les tâches ménagères, qui est une espèce d'équation absolument lunaire, évidemment, pour une mère de famille nombreuse. Et donc, oui, c'est une question qui apparaît très obsolète à 20 ans, mais plus du tout à 40. Patrick Baudouin. Juste deux exemples très concrets. La loi au Canada ou au Québec prévoit que le congé de maternité est de 12 mois. Mais c'est 12 mois qui sont répartis comme le veulent les parents. C'est-à-dire que ça peut être 6 mois ensemble, 3 mois madame, 9 mois monsieur. C'est dans le sens qu'on veut. Donc ce que je trouve assez intéressant dans ce choix législatif, c'est que ça permet, si vous voulez, de neutraliser l'effet post-partum, si je puis dire, dans le travail. Et deuxièmement, une femme qui s'arrête de travailler pendant 3 mois, 6 mois, 12 mois dans l'entreprise, quand elle revient, on n'a pas le droit de lui dire, écoute, tu as perdu une année dans le boulot, donc au niveau des augmentations salariales, etc., tu vas être grévé. Ça, on n'a pas le droit de faire ça. En France, on n'a pas le droit non plus. J'en suis fort heureux. Donc, théoriquement. Alors, troisième petit exemple que je voulais vous raconter, c'est que ça fait que 2 ans que je suis en France. Je ne vous dirai ni le lieu, ni les noms des personnes, mais j'ai été témoin d'un acte, de plusieurs actes de harcèlement sexuel explicite dans le milieu de l'entreprise. Donc d'un homme, parce qu'il peut y avoir du harcèlement par une femme, mais ici d'un homme.
les faits sont avérés, le syndicat est au courant, ça a pris une multiplication par 3 des charges pour que le syndicat endosse le support de la plainte. Ça rejoint totalement votre point. Donc je veux dire, il y a quand même des choses assez hallucinantes dans les comportements quotidiens encore en entreprise, c'est qu'il y a des choses comme ça qui peuvent... Donc ça veut dire que la femme doit peut-être prouver 3 fois plus, ici en l'occurrence, que l'homme, et quelque part d'office, je veux dire, je ne vais pas dire qu'elle est coupable, mais on a une sorte de tolérance à certaines choses qui sont dramatiquement couvertes par un syndicat, en l'occurrence. Est-ce que l'université sensibilise vraiment les jeunes femmes qui sont aujourd'hui dans leur scolarité à ce qu'elles vont avoir par la suite? Est-ce que c'est une question qui se pose dans le cadre de vos écoles et universités respectives? Allez-y, Marion Poletti. Alors, s'agissant en propre des universités, c'est des lieux qui longtemps se sont pensés, et ont été pensés comme complètement étrangers aux questions d'inégalité femmes-hommes à cause de leur mode de recrutement à l'excellence, au mérite, de la progression, alors plutôt à l'ancienneté. Et c'est assez récemment, c'est au cours des années 2000, que parce qu'il y a eu des tas de rapports, alors un sur l'orientation des étudiants qui reste fortement genrée, deux sur l'espèce de ciel de plomb comme ça sur la carrière des femmes enseignantes-chercheuses, que la question est devenue une question publique. Et il se trouve que 2013, donc c'est pas vieux, c'est là aussi du point de vue du droit, mais donc je pense que dans notre cours de débat, on est vraiment dire bon, il y a des avancées très fortes en droit, mais des résistances de la société, des organisations. Je crois qu'on en est là, et ce qui fatigue un peu peut-être toutes ces lois sur l'égalité de fait, parce que sur l'entreprise, quand vous parliez, je me disais quand même il y a eu des lois sur l'entreprise, sur l'égalité salariale, sur le harcèlement sexuel, etc. Voilà, je sais pas. Donc 2013, en tout cas, 2 nouvelles lois pour l'enseignement supérieur et la recherche, c'est-à-dire que dans la loi ESR de 2013, pour la première fois, vous avez la notion de parité qui est introduite, et qui, donc parité, en tout cas des listes, mais qui ne concerne pas des tas d'échelons de pouvoir, parce qu'il n'y a pas assez de femmes profs, donc les conseils de pouvoir, et que des profs, il n'y a que des hommes, et je passe. Et 2013, c'est aussi une espèce de... c'est une charte sur l'égalité femmes-hommes dans l'enseignement supérieur et la recherche, qui est signée par tous les acteurs de l'université, les grandes écoles, Kedge l'a signé forcément, la CPU, la conférence des présidents d'université, enfin tous les acteurs. Et donc c'est une charte très transversale, c'est-à-dire qui oblige à prendre en compte les violences sexistes et sexuelles. Et notamment, ce qui est très nouveau, ça a été consolidé là, par une circulaire en novembre, c'est l'obligation dans les universités d'avoir des cellules de veille sur le harcèlement sexuel. À l'université, des procédures propres en cas de harcèlement sexuel. Donc nous, ce qu'on a mis en place à l'université de Bordeaux, mais je passe. Et sinon, ce que dit cette charte, c'est vraiment d'agir sur la différenciation des filières. Parce que pour le dire clairement, par exemple, on n'a que 16% de filles, je disais, en informatique, 19% en sciences de l'ingénieur, alors qu'elles sont près de 60% des étudiantes à l'université de Bordeaux. À l'inverse, on a quasi 90% de filles en sciences de l'éducation, dans les SP qui forment au professorat, en psychologie, etc. Donc voilà, c'est plutôt... Pourtant, les femmes réussissent mieux généralement les bacs scientifiques. Pardon ? Parallèlement, les femmes généralement réussissent mieux les bacs scientifiques. Oui, mais justement, mais elles ont des bacs scientifiques, mais elles ne viennent pas dans les filières sciences et techno, donc c'est un vrai problème. Donc, manière de dire que oui, dans l'enseignement supérieur, etc., il y a un certain nombre d'actions qui ont été nommées, notamment des chargés de mission, qui doivent développer des schémas d'action pour leurs organisations, ce que je suis en train de faire, voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais on peut dire que là aussi ça bouge. J'aimerais juste revenir sur ce que vous disiez, Delphine Tarot, trop de lois, trop de règlements. Et donc en droit du travail, en tous les cas, trop de lois. On a rendu extrêmement complexe la législation sur les discriminations, parce qu'on agit pour les hommes et pour les femmes, il y a aussi pour le handicap, il y a pour l'âge. Et alors, on est revenu sur le métier énormément de fois, et du coup, on agit par petites touches. Alors, donc, du coup, on demande une fois à l'employeur de faire le rapport de situation comparée, annuel, avec un certain nombre de données obligatoires. Après, il y a des lois qui agissent sur la négociation annuelle obligatoire, sur les hommes et les femmes, avec, si la négociation annuelle n'aboutit pas, un plan d'action unilatéral à mettre en place par l'employeur, sinon il paye des pénalités. Et en fait, on a agi par petites touches,
Et alors, par exemple, le rapport de situation comparée, on l'a modifié plusieurs fois. Et en fait, on a énormément compliqué la vie des employeurs. Et je crois que ça, c'est un vrai problème, la complexité. Il faut qu'on arrive à affiner les choses, avoir une vision d'ensemble sur le domaine égalitaire. Et alors, le sexe a des problématiques spécifiques parmi les critères de discrimination, mais il faut quand même, je pense, qu'on arrive à simplifier les choses. Patrick Beaudoin, purement sur Kedge, sur cette question également, ici, qu'est-ce qui est fait pour... Mais d'abord, il y a eu on a parlé de la fameuse signature de la charte qui a été adoptée. Et alors, Kedge est une nouvelle école, hein, quelque part. C'est la fusion de BEM et de Romed. Donc, à travers cette fusion, il y a eu un changement au niveau de la haute direction, avec des engagements assez explicites au niveau du recrutement. Je parle au niveau du personnel administratif et de gestion et de direction. Et tous les choix que notre nouveau doyen Thomas Fröhlicher fait, j'oserais pas dire à sa place qu'il fait de la discrimination positive, mais le résultat est là. C'est qu'on a des femmes qui ont pris des responsabilités sur des postes extrêmement stratégiques dans l'école, des postes qui étaient avant occupés par des hommes. Moi, je pense sincèrement que si on n'est pas plus curieux de cette parité, on peut encore se contenter pendant 20 ans ou 10 ans de la situation actuelle. Donc il y a quelque part un choix aussi dans la façon de recruter, dans la façon d'évaluer au niveau des RH et de se comporter dans les évaluations au niveau de la RH. Il y a des choix stratégiques et je dirais même politiques. On peut attendre la loi, mais je pense que vous avez montré les limites de la loi. Mais il y a aussi, à un moment donné, dans le day-to-day, il y a des engagements à prendre. On a un directeur des RH qui est extrêmement touchy sur ces choses-là, et je pense que ce n'est que pour le meilleur. Mais c'est dans le day-to-day, c'est pas simplement signer une charte, etc. C'est être attentif dans le day-to-day, que les écarts de langage ne soient plus tolérés, que les gens qui ont une déviance X, Y, Z par rapport aux femmes soient automatiquement sanctionnés, quel que soit le niveau de responsabilité dans l'entreprise. Je dis bien quel que soit le niveau, parce que la culture hiérarchique nourrit aussi certaines libertés, hein. Et puis il n'y a rien à faire. Et là, je ferai une bascule par rapport au numérique. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui, on l'a évoqué à quelques reprises, c'est que le numérique est occupé à instiller un autre type de relation entre les gens, au sens non-genre du terme. Et j'ose espérer que le numérique peut au moins nous apporter peut-être une approche... Pourtant, les grands groupes numériques, les GAFA en France sont tenus par des hommes aussi. Oui, les GAFA. Il y a aussi, même si... Tout à fait. Et aux États-Unis aussi. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont été inventés par des hommes que... Moi, ce que je parle ici, c'est la consommation numérique. Le relationnel que le numérique est occupé à créer est, je dis, à mon sens, beaucoup plus favorable à une égalité homme-femme que l'étaient les types d'économies précédentes. C'est ça que je veux dire. On va clôturer cette table ronde. Je vous remercie de l'avoir suivie. En tout cas, aujourd'hui, nous n'avions pas respecté la parité, puisque plus de femmes que d'hommes autour de ce plateau. Merci d'avoir pris la parole, Delphine Tarot, Marion Paoletti, Patrick Beaudoin. Un grand merci également à Kedge de nous avoir accueillis. Je rappelle que cette conférence a été préparée avec passion par Rachel Nulance et les équipes de Brains Agency, Astrid, Fanny et Julia qui sont à mes côtés. Merci également à celles et ceux qui œuvrent pour la parité, vous trois, mais également en entreprise et dans le monde. On va clôturer cette conférence par une citation de Simone de Beauvoir. Il est difficile à une femme d'agir en égal de l'homme tant que cette égalité n'est pas universellement reconnue et concrètement réalisée. Merci à tous et bonsoir.